Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans D'une voix après l'autre, la série de podcasts de la Haute École Léonard de Vinci, qui vous raconte des projets qui tissent des liens, qui prennent soin de soi, des autres et du monde dans lequel on vit. Je suis Magali, et aujourd'hui nous passons un moment avec Alexandra Gattel, diététicienne et enseignante. Bonjour Alexandra. Bonjour Magali. Pour commencer, dressons rapidement ton portrait. Alexandra, tu nais à Vannes, en Bretagne, en 1978 et arrives en Belgique à l'âge d'1 an et demi. Petite, tu observes beaucoup ta grand-mère en cuisine, véritable cordon bleu, mais qui ne te laisse toucher à rien. Arrivée à l'âge adulte, tu entames des études dans la restauration. Mais le manque de théorie te frustre. Tu ne veux pas seulement appliquer les recettes, mais comprendre le fonctionnement physico-chimique des aliments. Direction donc les études de diététique, ici même sur le campus de Woluwe, pour compléter ta formation. Tu en ressors diplômée en 2002. Après 3 ans aux cliniques universitaires Saint-Luc, tu pars t'installer en Auvergne. C'est à peu près à cette époque que Nicolas Hulot présente son pacte écologique. Cela coïncide avec le moment où l'écologie devient un enjeu central de ton développement tant professionnel que personnel. En 2012, tu reviens vivre en Belgique où tu rejoins l'équipe enseignante de Vinci tout en étant diététicienne libérale en parallèle. Tu tentes alors de sensibiliser tes étudiants et tes collègues à la nécessité d'intégrer la durabilité dans leurs pratiques diététiques. Mais ce n'est qu'en 2014 que tu peux vraiment amorcer des changements, lorsque tu deviens titulaire du cours de pratique culinaire. Sur le plan personnel, tu t'installes dans un petit village ardennais où avec ton mari, vous tentez le projet un peu fou de vous construire un mode de vie le plus autonome possible, que ce soit sur le plan alimentaire ou énergétique. Dans cet épisode, nous allons discuter ensemble des nombreux projets que tu mets en place pour vivre une vie tant professionnelle que personnelle dans l'action, en accord avec les valeurs que tu défends en matière de durabilité. Mais avant de commencer, peux-tu nous dire quelle recette secrète de ta grand-mère tu aimes encore préparer aujourd'hui ? La recette secrète de ma grand-mère, c'est au moins la soupe aux pois, qui est une recette qui est finalement très tendance aujourd'hui puisqu'on en revient aux légumes secs. Et malgré tout, son petit secret, c'était de mettre un morceau de bouillie dedans. Oh. Donc, bon à savoir pour les végétariens. En effet, on peut enlever le bouilli. On vient de l'entendre, tu fais évoluer tes cours de diététique vers plus de durabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien exactement entre le métier de diététicien et les problématiques environnementales ? Le diététicien, c'est un technicien de l'alimentation. Il va traduire des recommandations nutritionnelles en assiette. Qu'est-ce qu'on va mettre dans son assiette pour avoir autant de glucides, de lipides, de vitamines, etc. On est aujourd'hui à un moment charnière où on se rend compte que 30% des gaz à effet de serre qui sont émis sont liés à l'alimentation et que la santé de nombreuses personnes est détériorée par leur alimentation. Et ce qui est très intéressant, c'est que les recommandations nutritionnelles, elles sont totalement parallèles avec les recommandations en termes de durabilité. Donc ça va globalement dans le même sens, c'est parallèle. Et donc nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un métier qui nous permet d'aller vers quelque chose de très positif en termes de durabilité, alors qu'on part de très loin. Donc on a beaucoup de possibilités de faire évoluer les choses et on sait qu'aujourd'hui, on consomme globalement trop de produits carnés, trop de protéines d'origine animale, poissons et viande. Et donc, on peut très bien essayer simplement de diminuer, ne fût-ce qu'une fois par semaine, ne pas consommer de viande, essayer d'aller vers des alternatives plus végétales pour mettre sur le pain, sur les sandwichs, sur les tartines. Et on peut également créer des recettes qu'on appellerait flexitariennes. Alors ça, c'est simplement de se dire, voilà, par exemple, hier, nous avons réalisé une bolognaise avec la moitié de lentilles et la moitié de haché de volaille.
on peut réaliser un wok avec la moitié de poulet et la moitié de tofu. On réduit par 2 la consommation de produits carnés et on s'habitue aussi à peut-être d'autres aliments qui ne sont pas forcément dans notre culture au départ. Et cela va de nouveau dans le sens à la fois de la durabilité et de la santé. Alors, dans ton cours de technique culinaire, tu essayes de diminuer l'impact environnemental qu'a ton cours, notamment. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui a été mis en place dans ce cours-là pour le diminuer ? Alors oui, il y a eu un long chemin, on va dire, avec différentes étapes. Au départ, on est parti d'un constat dans différentes branches. Donc, on peut parler de l'énergie, on peut parler des commandes d'aliments. Hein. On cuisine quand même pour chaque semaine quasiment 120 repas. Donc, ça représente quand même beaucoup d'aliments à commander. On a travaillé aussi sur la saisonnalité des recettes que l'on proposait parce que dans une année scolaire, on n'a pas les meilleures saisons globalement. On démarre souvent nos cours en octobre, on les termine en mai. Et donc, on a beaucoup de saisons d'hiver à combler. Or, c'est pas toujours ce qu'on préfère. On préfère les tomates, les courgettes et les aubergines plutôt que les choux raves, les navets et les choux de Bruxelles. Cela dit, on a adapté l'ensemble de ces recettes pour la saison de cours avec des variantes qui pourraient s'adapter à des saisons plus estivales. On a aussi un gros problème puisque nous, on forme nos étudiants à la cuisine, notamment de collectivité. Et donc, dans les cuisines de collectivité, on sait qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'usage de matériel à usage unique, des gants en latex, des Tupperware jetables, du papier à usage unique, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce plan-là aussi. Maintenant, on a des Tupperware en verre qui sont renouvelés, que les étudiants rapportent, donc ils sont lavables. On a limité l'usage des gants au strict nécessaire, ce qui nous a fait gagner 3000 paires de gants, par exemple, par an. On a beaucoup travaillé aussi sur la gestion des déchets. Donc, trier les déchets fait partie de l'évaluation des étudiants. Ils doivent savoir le faire. Et si c'est pas fait, on n'est pas content. On a travaillé, je pense, on peut résumer sur l'énergie, la saisonnalité des recettes, la gestion des commandes, le matériel à usage unique et un petit peu l'énergie. On essaye de rationaliser ça. Je pense qu'on peut encore être certainement un peu meilleur sur ce point. Et quelle a été la mesure qui a été la plus difficile à mettre en place ? Je crois que les plus difficiles, elles restent à faire. C'est-à-dire que souvent, on commence par le plus facile. La plus difficile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir des produits de saison, mais locaux. Les plateformes d'approvisionnement en bio, par exemple, sont de grosses plateformes internationales qui sont pas toujours parfaitement alignées avec les besoins qu'on a. C'est la même chose dans les cuisines de collectivité ailleurs, c'est-à-dire qu'on a 4 ou 5 cours par semaine. On n'a pas encore osé changer les légumes, changer d'un cours à l'autre l'approvisionnement, parce qu'on veut un alignement pédagogique et que chaque étudiant ait finalement la même chance et la même évaluation. Si on commence à se dire « c'est pas grave, si on fait de la soupe aux poireaux le lundi, le mardi, et qu'on fait de la soupe aux potirons le jeudi », finalement, c'est une soupe et c'est la même chose. Mais ici, on veut aussi leur faire goûter plein de choses parce que ça fait partie de leur formation. Et donc, réussir à avoir des produits locaux et de saison, c'est pas facile à trouver, c'est pas facile à commander. C'est quand même souvent beaucoup plus cher aussi, pas toujours, mais parfois. Mais par exemple, on a réussi à le faire pour tous les produits secs. Donc on a un label qui est la plupart du temps Déméter, qui est le label le plus exigeant en termes de cahier des charges au niveau de la durabilité et vraiment dans la durabilité au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau à tous les niveaux.
mais c'est plus facile avec les produits secs qu'avec les produits frais. Donc on a malheureusement encore des produits très industriels qui viennent de grandes surfaces connues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait encore améliorer. Mmh. Et vous avez notamment mis en place le frigo anti-gaspi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors oui, donc on génère une très grosse commande qu'on reçoit le lundi et on s'appuie sur le nombre d'étudiants que l'on a et le nombre de plats que l'on doit préparer. Il y a des absents, il y a des grèves, il y a parfois des surplus de commandes aussi parce qu'on ne peut pas acheter par 5 kilos, on doit acheter par 10 kilos par exemple. Et donc ça générait quand même des excès de commandes. Il y a un autre élément aussi, c'est que pour leurs examens, ils ont ce qu'on appelle un économa. Ils ont à disposition une grande quantité d'aliments. Ça génère beaucoup de stocks, enfin beaucoup de produits frais à acheter. Et donc, on a souhaité mettre en place le frigo solidaire qui permet à la fois de proposer ces excédents à l'ensemble de la communauté Vinci, aux étudiants, aux profs, au personnel de ménage aussi qui passe, et de mettre également les plats que les étudiants ne souhaitent pas reprendre avec eux. Donc en fait, en général, soit on mange ensemble, soit ils reprennent les repas avec eux lorsqu'ils ont terminé le cours, et certains ne souhaitent pas les prendre parce que ça ne leur plaît pas ou parce qu'ils n'ont pas le temps, peu importe. Et donc ces plats-là sont mis aussi au frigo solidaire. Cela dit, n'importe qui dans l'institution peut venir déposer des choses à partir du moment où il y a une date, parce qu'il faut qu'on sache quelle est la date limite de consommation. Et nos étudiants se chargent de vider, de nettoyer, et ça se passe très bien. Ce frigo est vide pratiquement tout le temps. Les excédents de réunion aussi, quand il y a des sandwichs, peuvent être mis là, ça nourrit les étudiants le midi. Et c'est vraiment un beau succès, ce frigo solidaire. Ça marche très bien et ça donne le sourire, on va dire. C'est le genre d'initiative qu'on aime. Et comment les étudiants accueillent justement la volonté qu'il y a dans le département de diminuer l'impact environnemental de leurs études, de leurs cours, mais aussi comment ils voient ça pour leur futur métier? Cette année, on a fait un sondage anonyme auprès des étudiants de bloc 1 qui sont arrivés dans notre cours pour essayer d'évaluer leur sensibilité à l'environnement et à l'alimentation. Et je pense que c'est le reflet de notre société, c'est-à-dire que c'est très clivant comme sujet. Chacun a sa vision des choses, chacun a ses priorités, chacun subit ou accueille tous ces changements parce qu'on est, soyons clairs, on doit tous changer. Et changer, c'est difficile, c'est très difficile. Si on fait les choses comme on les fait, c'est parce que c'est pratique et parce que c'est facile, parce que ça a du sens pour nous. Ici, changer complètement son mode de vie, c'est difficile. Donc, c'est un sujet clivant et nos étudiants sont plutôt sensibles. Je pense que c'est générationnel. Et certains sont extrêmement sensibilisés, voire sont malheureux et très, très anxieux de cette situation. Donc, je pense que globalement, c'est très bien accueilli. Je pense aussi qu'il y en a certains pour qui c'est vraiment pas la priorité. Et est-ce qu'il y en a certains justement qui veulent aller plus loin et décident d'utiliser ça comme thème pour leurs travaux de fin d'études? Oui, absolument. C'est une thématique, c'est pas la seule bien sûr, mais c'est une thématique qui est de plus en plus abordée, qui suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup de motivation. Hein. Ça, les étudiants qui s'engagent dans la durabilité, on sent bien qu'ils sont très très motivés par ces enjeux. Donc voilà, l'année passée, nous avons travaillé avec une étudiante qui a évalué par exemple pourquoi la population a du mal à consommer des légumes secs à la place de la viande idéalement. Elle a pu répertorier les principaux freins en s'appuyant sur la littérature et en envoyant un questionnaire quand même. Elle a reçu 450 réponses, donc c'était quand même très significatif. Et cette année, nous avons 2 étudiantes qui
notamment sur base de ce travail, ont trouvé les freins et travaillent sur ces freins. Donc, par exemple, les légumes secs, c'est pas bon. On prouve par des dégustations, par exemple, que les légumes secs, c'est très bon. Les pâtes sans rien, c'est pas très bon non plus. Les légumes secs sans rien, c'est pas très bon non plus. Une autre étudiante travaille sur une application qui va aider la population à se donner des défis légumes secs. C'est une petite application qui s'appellera, elle n'est pas terminée, Chiche, comme pois chiche. Et d'ailleurs, vous pouvez scanner son QR code un petit peu partout dans la haute école pour participer à son étude si vous la voyez. Et donc, on essaye vraiment de faire avancer les choses via des travaux de fin d'études, mais également, on sent bien que, par exemple, en bloc 2, il y a 4 ou 5 étudiants qui ont souhaité participer au groupe des diététiciens spécialisés en écologie alimentaire. On les accueille avec plaisir. Ils viennent nous demander de faire partie de ces groupes, même avant même d'être sortis des études. Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de transmettre à tes étudiants? Avec quel bagage tu as envie qu'ils ressortent de tes cours? Alors moi, je suis une cuisinière. On a parlé tout à l'heure de cette idée d'être autonome. Alors, c'est un avis, hein, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais le fait d'être autonome, de ne pas être dépendant de beaucoup de choses, ça redonne de la liberté. Même si ça génère beaucoup de contraintes aussi, mais qui peuvent être accueillies comme quelque chose d'épanouissant, ces contraintes. Donc, le fait de savoir cuisiner, et à la limite, ce sont des étudiants qui vont peut-être sortir de bloc 3 et qui sauront cuisiner, et peut-être qu'ils feront 6 mois de bloc 1, mais ils auront quand même appris un peu à cuisiner. Eh bien, c'est déjà se défaire de l'obligation d'acheter des plats préparés, d'être dans une consommation un peu effrénée, avec des choses qui sont pas forcément positives pour leur santé plus tard. Et donc, moi, déjà, pouvoir leur donner ça, ce que ma grand-mère m'a donné, en fait, je trouve que c'est un vrai cadeau, quoi. J'espère qu'à la fin de ma carrière, il y aura plein de gens qui feront plein de bons plats à leur famille, à leurs amis, parce qu'ils auront appris des techniques. Et ça va déjà dans le sens de la durabilité. Être autonome dans son alimentation, ne fût-ce que dans la cuisine, déjà, dans l'élaboration des repas, c'est déjà un bon pas pour être dans l'autonomie. Toutes les initiatives que vous avez mises en place au sein du département, tu n'es pas toute seule à les porter, on a cru voir. Il y a d'autres de tes collègues, Lolita, Charlotte, Nathalie, Béatrice notamment, avec qui tu as créé le groupe de travail sur la durabilité dans la formation de diététique. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est que ce groupe? Alors oui, et ça c'est notre groupe restreint, mais je pense que réellement de notre équipe, et c'est une vraie chance, tout le monde a envie de faire avancer les choses. On est dans une mentalité plutôt positive, positive et optimiste, et je pense que ça porte aussi vraiment. Donc c'est vrai qu'on est un groupe un petit peu plus restreint qui travaille sur la durabilité au niveau transversal, qu'on a d'abord commencé par envoyer un questionnaire au niveau de tous les professeurs qui interviennent dans le cursus de diététique, de façon à évaluer s'ils abordaient déjà des thématiques de la durabilité dans leur cours. On a rencontré les professeurs et on a essayé de voir au niveau transversal, dans tout le cursus, quelles étaient les thématiques qui étaient abordées, quelles étaient les thématiques qui étaient abordées et évaluées, et quelles étaient les thématiques qui n'étaient pas abordées et qui devraient être abordées. Donc, on a vu pratiquement tous les professeurs du cursus de diététique qui ont adapté leur cours. On a aussi créé un petit logo
Avec l'aide de Catherine, notre secrétaire, ce logo va figurer dans tous les supports de cours à des moments clés où il y a des thématiques de durabilité. Parce que souvent, la durabilité, on pense souvent juste à l'environnement. Or, la thématique de la durabilité, c'est quelque chose de plus global. Il y a aussi la culture. C'est important que ce soit possible. On ne va pas nous dire demain, mangez tous des insectes parce que c'est bon, il y a des protéines dedans. Non, il faut que ce soit acceptable au niveau culturel. Il faut également que ce soit acceptable au niveau social, que ça ne pénalise pas des couches de population par rapport à d'autres. Et évidemment, il y a la santé, mais qui était déjà centrale dans notre cursus. Et donc, on essaye d'articuler toutes ces thématiques dans tous les cours qui sont vus du bloc 1 jusqu'au bloc 3. Et donc, ça a été un premier travail. Et on a maintenant, en première et en deuxième, on va avoir 4 heures de cours juste sur la durabilité et l'alimentation. En bloc 3, on a également un séminaire sur la durabilité. Et en plus, au niveau des stages, il y a une demande que les étudiants soient observateurs de ce qui est fait, soit à l'hôpital, soit dans les cuisines de collectivité, au niveau de la durabilité, que ce soit fait ou que ce ne soit pas fait, mais qu'ils aient un regard critique par rapport à ça. Et ce que vous mettez en place, ce genre d'initiative-là, est-ce que tu sens que qu'il y a une volonté et que ça pourrait être étendu même en dehors du département de diététique? Il y a des choses que vous avez mises en place qui pourraient être prises au sein du secteur ou au sein de la haute école? On est en train de travailler avec la direction du secteur santé pour essayer, et ce sont des projets qui ne sont pas finalisés, mais pour essayer de sensibiliser l'ensemble du secteur santé aux changements qui doivent être faits, sachant qu'on doit diminuer au niveau du secteur santé de 80% de nos émissions de gaz à effet de serre avant 2050. Donc ça veut dire qu'on n'est pas juste dans des changements cosmétiques, on est dans des transitions, des changements d'usage, de comportement qui, en plus, dans le contexte difficile que vit déjà le secteur de la santé, sont des défis, c'est vertigineux, quoi. C'est vertigineux, et donc il faut qu'on avance, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps, mais on sent maintenant qu'il y a une volonté d'avancer en ce sens, tant au niveau des écoles et aussi au niveau des centres hospitaliers et de la politique peut-être en général. C'est vraiment des beaux projets qui sont mis ici en place, on a vu sur le plan professionnel. Et alors, cette envie d'agir, de mettre l'écologie en avant-plan, c'est quelque chose que tu mets aussi dans ta vie privée. Tu souhaites le vivre le plus en autonomie possible, tu nous l'as dit. Tu as notamment créé un potager en permaculture, tu fais partie d'une coopérative maraîchère, tu élèves des poules et des agneaux, tu es quasi autonome en boîte de chauffage, notamment. Mais voilà, vivre en autonomie, ça ne veut pas nécessairement vivre seul. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, justement? Parce qu'on voit, notamment avec la coopérative maraîchère, que vous n'êtes pas seul dans votre initiative. En fait, l'idée de revenir à un réseau un peu restreint, à l'échelle d'une petite localité, en percevant les capacités de chacun, les savoir-faire de chacun, ça permet de ne pas devoir faire tout seul, parce que ça, c'est impossible, ou alors on est dans une forme de survivalisme à l'américaine, où on se construit un bunker, et ça, c'est pas enviable. Alors qu'ici, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a rencontré beaucoup de gens qui savent faire des choses particulières. Alors certains vont nous aider à faire le foin, d'autres on va les aider au niveau de la coopérative maraîchère à planter, je sais pas, des plants d'aubergines ou de tomates. Et puis on va aider, je sais pas moi, à ramasser des déchets. Enfin, il y a une vraie vie de communauté, et je pense que les gens qui sont autour de nous dans ce village, ils ont aussi envie de ça. Et donc c'est très agréable de
voilà, on se prête du matériel aussi. On ne doit pas tous acheter une remorque, on ne doit pas tous acheter une tronçonneuse. Voilà, on se prête beaucoup le matériel, etc. Donc c'est vraiment c'est très chaleureux et ça se passe bien. Tous les gens qui sont là, ils voient que c'est précieux. C'est vraiment précieux. Et dans les scénarios possibles, disons s'il y a moins de ressources ou qu'on doit être plus sobre dans notre déplacement, dans notre vie en général, on voit que c'est un modèle qui se détache clairement. Retrouver une communauté restreinte avec des savoir-faire, avec des savoir-être, des capacités et qui vont s'entraider pour avoir une vie la plus autonome possible, en effet. Et ça semble possible. C'est ça qui est étonnant. Moi, je pensais pas que ça se passerait comme ça. J'étais plutôt partie, je vais tout faire moi-même avec mon mari, mais c'est impossible, en fait. Dans un village, il y a un boulanger et on ne fait pas son blé, on ne fait pas le meunier, plus le boulanger, plus tout le reste. Donc, ouais. Oui, donc vous n'aviez pas rejoint un endroit qui était déjà en train de se former comme ça et dont vous aviez entendu parler. C'est plus vous êtes allé là et puis petit à petit, en nouant les relations, il y a cette communauté qui s'est construite. Oui, absolument. Ça s'est passé dans ce sens-là. Ouais. Ok, c'est chouette. Et ça doit pas être évident justement de savoir par quoi commencer quand on décide d'aller vivre comme ça avec le projet de vivre le plus en autonomie possible. Alors ici, on va se remettre un petit peu à la place de nos auditeurs et de nos auditrices et de se dire qu'il y en a certainement beaucoup qui vivent en appartement ou en cote parmi nos étudiants notamment. Par quoi tu leur conseillerais de débuter Je crois que déjà avoir l'idée de savoir faire quelque chose de ses mains, ça peut être de la cuisine, ça peut être de la couture, ça peut être de la menuiserie, ça peut être de la poterie, ça peut être cultiver un petit peu un bout de terrasse, pourquoi pas, mais de ressavoir faire des choses avec ses mains, c'est ça notre liberté. Si on est dépendant d'applications qui peuvent s'éteindre demain en un clin d'œil s'il n'y a plus d'énergie, et on voit quand même qu'il commence à y avoir des problèmes d'énergie, donc c'est pas que de la paranoïa, il faut pouvoir refaire. Donc j'imagine que s'il n'y en a pas beaucoup de place, oui, peut-être démarrer par la cuisine et la couture, c'est pas mal. Maintenant, il y a aussi beaucoup de... Je suis un peu moins dans le milieu urbain, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de propositions de potagers collectifs, d'entraide entre générations, peut-être, avec des générations qui peuvent apprendre des savoir-faire à d'autres. Voilà, je crois qu'il faut commencer petit, mais de se dire, est-ce que je néglige cet aspect-là de ma vie ? Est-ce que je me mets dans cette forme, j'accepte de me mettre dans cette forme de dépendance ? Oui, déjà en prendre conscience. Eh bien, merci Alexandra d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Magali. Pour conclure cet épisode, nous t'avons demandé de nous partager une phrase ou un mot pour résumer notre discussion. On va la découvrir ensemble. Nourrir ceux que j'aime, apprendre à nourrir la terre qui nous nourrit. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Alexandra, d'avoir pris le temps d'être notre cobaye aujourd'hui pour ce premier épisode. Si le sujet vous a intéressé, vous trouverez toutes les informations du bachelier en diététique sur notre site internet. Aidez-nous à faire connaître les voix de Vinci en partageant ce podcast. Toutes les sources ou infos pratiques dont nous avons parlé sont disponibles en description. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode.